Hello à tous et bienvenue sur ce premier podcast de Burst. Aujourd'hui, on est avec Karl Verger, donc cofondateur de l'API Group, un groupe aujourd'hui de courtiers en assurance. Enchanté, Karl. Salut Victor. Salut. Du coup, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous. Bah, c'est réciproque. Donc génial. Et le but du coup aujourd'hui, c'est qu'on voit un petit peu aujourd'hui ton parcours, voir un petit peu le parcours aussi de ton groupe. Donc comment tu transformes aujourd'hui tes courtiers en assurance. On va faire en quatre grandes parties aujourd'hui. Donc, on va dire on va commencer un petit peu sur ton parcours perso. Ensuite, on va voir un petit peu votre stratégie business. Ensuite, on va enchaîner sur toute la partie un peu plus tech, software, en regardant donc des points clés. Comme aujourd'hui, qu'est-ce que tu appelles par le digital, vos premiers projets, comment est constituée votre équipe, aujourd'hui un petit peu comment vous construisez votre forteresse, on va dire data, comment vous aussi vous encouragez donc vos courtiers au passer au digital, et un petit peu aussi donc la feuille de route que vous avez sur les prochains mois. Et on finira par une petite touche IA, en voyant un petit peu voilà comment vous automatisez et vous aussi vous développez sur cette partie-là. Écoute, Karl, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà ton parcours, comment tu as évolué, comment tu en es arrivé là, Ouais. aujourd'hui à ton poste de cofondateur et CTO? Eh ben écoute, avec plaisir. Alors, donc, bon, déjà, moi j'ai 48 ans, donc ça fait pas mal d'années que je traîne mes guêtres dans le digital. J'ai eu le bonheur de connaître la première bulle Internet, 98, 2000. J'ai commencé ma carrière sur la première startup en fait pour laquelle j'ai bossé qui s'appelait Itex. C'était une plateforme, donc je parle de ça, c'est 80, 98, 99. Une plateforme qui était une place de marché pour les professionnels du textile et qui permettait déjà à l'époque de faire de la visualisation en 3D sur le web, des matières, des boutons, des textiles, etc. Et puis bon, bah, la bulle est passée par là, on s'est fait gentiment laminer. Derrière, j'ai remonté une boîte, j'ai fait une web agency. Et puis, dans les rencontres, des différentes discussions avec les clients, j'ai eu l'occasion de rencontrer les premiers courtiers. Et en 2000-2001, je lançais déjà une première solution SaaS. Donc à l'époque, c'était extrêmement innovant à destination des courtiers. J'étais un petit peu en avance de phase. Tu sais, la grosse difficulté dans l'entrepreneuriat, enfin, à mon sens, c'est le tempo. C'est-à-dire que des fois, Ouais. t'as la bonne idée, mais t'es un peu trop en avance, un peu trop en retard, c'est pas facile. Bon, là, en l'occurrence, j'étais un poil en avance, donc j'ai dû fermer Et là, c'était boutique. en quelle année Avec tout ça, je parle de ça, exactement? ça devait être en 99-2000, tu vois, donc Ah oui. Donc tu vois, je te j'avais parle 4 d'un ans. temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, quoi, tu vois. Ok. Voilà, à l'époque, on n'appelait même pas ça du SaaS, on appelait ça des plateformes ASP. Ok, Voilà, je vois, le ouais. mot SaaS n'existait même pas, je crois, à l'époque. Ouais. Et puis derrière, je suis rentré dans des grands comptes. J'ai accompagné HSBC Private Banking sur le déploiement des outils de CRM et la gestion des portefeuilles. Voilà, j'ai eu l'occasion de monter une direction d'innovation pour une filiale du groupe La Poste qui s'appelle toujours DocaPost. Et une de mes missions dans cette activité, c'était de créer des offres à forte valeur ajoutée sur des cycles assez courts de 18 à 36 mois. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre avec l'assurance. Parce que bon, globalement, la plupart des gens qui font de l'assurance te diront à peu près la même chose. On y tombe tous par hasard. Ouais, C'est assez j'imagine, ouais. C'est rare, pas une quelqu'un qui te vocation, dise, tiens, ouais. ouais, tu vois, qui te Hmm. disent depuis petit, je voulais faire de l'assurance, et puis voilà. Donc non, ça arrivait par hasard. Il s'est avéré que ce marché était pertinent pour nous, il était aligné avec la stratégie, et on a monté un délégataire de gestion pour compte de tiers. Donc en gros, un opérateur, un outsourceur qui gérait les sinistres pour les différentes mutualités, courtiers et assureurs.
Et dans la, Ok, dans très la bien. foulée, lorsque je suis parti de cette structure d'Ocapost, j'ai monté un startup studio avec trois associés. Et dans le cadre de ce startup studio et dans la continuité des activités que j'avais avec DocaPost, un des anciens collègues de DocaPost s'est rapproché de moi en me demandant voilà, si je voulais participer à cette aventure de monter un build-up, hein, puisque l'API Group, c'est un build-up. Donc, on rachète des courtiers de proximité. Notre premier métier, c'est ça. C'est de racheter sur une cadence d'environ un courtier par mois, un courtier de proximité que l'on intègre sur 3 piliers: juridique, conformité, commerce, partenariat et digitalisation. Et c'est là que j'apparais sur le sujet plateformisation et digitalisation de ces courtiers de proximité qui sont par nature assez éloignés de l'outil digital. Beaucoup travaillent encore avec le papier et le crayon. Ok, ouais, mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis. Comment tu identifies justement ces courtiers, à part qu'ils travaillent avec le papier et le crayon, quels sont tes prérequis justement, et qu'est-ce que tu cibles le plus Alors, en pour fait, trouver les bons ce qu'on partenaires? cible aujourd'hui, si tu veux, c'est un peu, bon, il y a des critères de business déjà, hein. C'est-à-dire qu'on cible des courtiers qui ont une taille, un chiffre d'affaires entre 450 000 et 1 400 000 euros par an. Donc, c'est des petits courtiers, hein, Mhm. c'est vraiment des petits acteurs qui ont entre 3 et 10 collaborateurs la plupart du temps. Ok, Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, quantitatif de la chose. Bien entendu, on cible des courtiers qui sont déjà rentables et qui sont installés depuis en général une quinzaine d'années. Mais on cherche aussi un fit humain là-dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on rachète le courtier, contrairement à d'autres acteurs qui rachètent 100% du courtier et qui réorganisent totalement la structure, nous, on conserve le fondateur. On conserve le fondateur pendant 3 à 5 ans avec nous et on est sur un deal où on rachète 70% du courtier aujourd'hui et le fondateur, on est engagé à lui racheter les 30% de ses parts restantes sur les 3 à 5 ans ce qui fait qu'on est dans une démarche de convergence d'intérêts super fort entre nos courtiers qui restent maîtres à bord, hein, ils restent dirigeants de leur environnement, et ce que leur apporte l'API Group par l'intermédiaire, donc ce que je te disais, de ces 3 piliers qui sont le commerce et les partenariats, la conformité, le réglementaire et le digital. Donc les éléments clés pour nous, c'est le fit humain, je vais dire ça comme ça, parce que il faut que l'histoire que l'on raconte à nos courtiers, il faut que le courtier fondateur qu'on est en train de racheter y adhère pleinement. Et il faut qu'on arrive à se dire, OK, on va travailler ensemble main dans la main pendant les 5 prochaines années. ouais, je vois très bien la stratégie et comment tu fais du coup pour les fidéliser au maximum. Alors, Je suppose que ça doit pas être alors toujours on a deux évident sujets. avec des personnalités un peu fortes. Ouais, attends, excuse-moi, du coup, j'ai pas compris. Tu peux répéter la question, Victor? Alors comment tu fais pour aujourd'hui les fidéliser au maximum? Parce que je suppose que des fois tu tombes sur des personnalités un peu fortes, surtout quand on est sur des personnes qui ont déjà un certain âge, qui ont construit leur boîte sur 20 ans. Je suppose qu'arriver avec des nouveaux process, etc., ça doit pas Ouais, être évident non plus tous les jours. ouais, non, Il doit y c'est avoir super. beaucoup de mauvaises habitudes. Ouais, Euh, alors, enfin, Comment tu arrives à gérer ça? mauvaise habitude, je sais pas, mais en tout cas, d'autres habitudes, tu vois. Oui, Euh, d'autres habitudes, oui. je fais attention aux mots que j'utilise parce que la réalité, c'est que en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise habitude. Il y a des habitudes, tu vois. C'est comme l'expérience. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise C'est expérience. Bon, sûr, c'est une c'est sûr. expérience. Mais tu as raison. Par contre, c'est un vrai sujet. C'est l'accompagnement à la transformation, au changement du courtier et de ses collaborateurs, hein, puisqu'on hérite aussi des collaborateurs en place. C'est un sujet qui est délicat, qui mérite beaucoup d'échanges. Encore une fois, là pour le coup, la technologie apporte pas grand-chose, hein. Le vrai sujet, c'est le rapport humain. Et comme je t'expliquais, on a quelque part déjà un premier tri qui se fait lors de la période de due diligence quand on achète le courtier, puisque Oui. on aligne déjà nos objectifs. Donc le courtier, lorsqu'il rentre chez nous, bon, d'une part, il est captif, hein, on en est propriétaire, mais d'autre part,
il a déjà adhéré, je dirais, un peu à la ligne du parti, tu vois, en disant, OK, l'histoire que vous me racontez, elle m'intéresse, elle me plaît, j'ai envie de m'y engager, j'y crois. Donc, on a déjà fait comment dire, un très grand pas, tu vois, on a passé une très grande étape dans l'acceptation du changement. Ensuite, ceci étant, c'est pas parce qu'on a l'approbation du courtier fondateur que l'ensemble des salariés ou des collaborateurs du courtier sont alignés. Donc ça aussi, ça prend un petit peu de temps. Et là, pour l'instant, en tout cas, ce qui marche pour nous, la bonne démarche, c'est le fait d'expliquer, elle n'est pas là pour tout, Ouais. elle doit engager, que Mhm. il puisse se focuser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, là où l'humain, pour le coup, est pertinent, et qu'on enlève Ouais. au maximum toutes les tâches qui sont plutôt redondantes la plupart du temps, et qui sont là par habitude, et tout simplement parce qu'aussi avant il n'y avait pas la technologie pour les traiter. Et, et c'est cet équilibre-là entre automatisation de la redondance et injection d'intelligence avec un peu d'IA générative, etc. Alors, bon, c'est le côté un peu buzzword du moment, mais nous, on l'utilise beaucoup dans notre activité assurantielle. Et le fait de faire accepter aux collaborateurs, de lui faire comprendre, de faire en sorte qu'il trouve un intérêt réel pour lui et que ça s'inscrive dans une trajectoire d'évolution pour le collaborateur. Ok, très clair. Bah justement, c'est le bon moment peut-être pour aussi expliquer un peu à notre audience ce que tu entends par le terme figital. Est-ce que Ouais. pour toi, c'est le bon mix entre le physique, le digital, donc ce que tu disais, hein, de trouver là où l'humain est le plus important et où le digital peut apporter une valeur ajoutée. Alors après, est-ce que tu as une explication un peu plus claire là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on l'entend sur Alors le oui, physique. ouais, mais Comment t'es venu? Est-ce que tu peux nous en dire plus? ouais, en fait, si tu veux, le figital, enfin, tu l'as résumé, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que rien ne s'oppose dans ce bas monde, en fait. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire Mhm. qu'on a toujours tendance à réfléchir le monde et la vie par opposition. Tu vois, les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, le jaune, le rouge, alors qu'en fait, enfin, c'est une absurdité, c'est-à-dire que rien ne s'exclut par nature, au contraire, tout se mélange. Ouais, C'est pas parce qu'on vient déployer de la technologie, de la digitalisation, de la numérisation, qu'on vient complètement balayer de la main tout ce qui est la réalité des interactions humaines ou physiques. Déjà d'une part parce que on peut pas se prévaloir de comment va réagir les clients des courtiers. Tu vois, c'est pas parce qu'on va déployer la meilleure plateforme du monde que le client va être d'accord de l'utiliser. C'est-à-dire qu'on a des clients qui peuvent être assez âgés, par exemple, donc qui sont par nature ouais. un peu euh, éloignés, tu vois, de l'outil digital. Donc l'idée, c'est bien de venir faire converger, d'amener enfin, de créer l'opportunité, toi, de combinaison du meilleur des deux mondes. Donc, si tu es client et que tu veux utiliser du document papier pour échanger avec nous, eh ben, il n'y a pas de problème. Welcome, t'es bienvenu. Par contre, pour le coup, pour éviter qu'il y ait de la charge pour le courtier, bah, ce document, on va le traiter, on va le capter, on va le numériser, on va l'OCRiser, on va le vectoriser, on va le passer à la moulinette de l'IA pour essayer au maximum d'alléger le travail du gestionnaire qui va être derrière quand il y en a besoin. Et de la même manière que ça soit sur les canaux entrants ou sur les canaux sortants, il faut pas qu'on ferme la porte tout simplement, je vais dire ça comme ça, un peu à l'ancien monde, mais il faut pas fermer la porte aux échanges humains ou aux échanges papier, parce que c'est encore une grande masse d'utilisateurs qui sont dans ce schéma-là. Alors, moi, je suis à un âge où je suis un peu entre deux générations. Les générations plus jeunes parlent que du digital, et les générations plus âgées t'expliquent souvent que c'est difficile le digital, elles n'y arrivent pas. Ouais, ouais, Donc, notre, ouais. notre enjeu à nous, C'est un euh, gros stress pour les personnes âgées. Oh mon Dieu, je c'est vais devoir utiliser un ordinateur. Et puis à chaque exactement. fois, ils appellent les enfants, les petits-enfants, etc. Parce que c'est vraiment le C'est gros stress des fois à la maison. Ouais, c'est Euh, exactement ça. Donc l'idée du Figital, c'est vraiment la combinaison du meilleur des deux mondes, entre le monde physique, l'humain et le digital, et potentiellement en injectant un peu d'expérience enrichie de temps à autre, par exemple sur l'intelligence sur le document. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on vit avec tes documents papier parce que tu as scanné ton PDF ou autre. Tu te retrouves à
augmenter ton document. C'est-à-dire que ton document intègre de l'intelligence. Donc pour nous, le Mmh. Figital, c'est ça, c'est réussir à faire converger le meilleur des deux mondes et s'assurer qu'on laisse personne sur le bord de la route, tu vois, au prétexte d'une digitalisation à marche forcée. Très clair. Je te remercie pour ton explication. On va passer à la partie un peu plus tech. Est-ce que tu peux nous dire justement, bah, quand vous avez, on va dire, diagnostiqué ce besoin, quand vous avez commencé voilà, racheter, on va dire, progressivement des courtiers en assurance, et puis je suppose déjà au préalable, vous avez déjà commencé à créer des solutions aussi un peu par le passé. Quand a démarré ce constat, enfin vous aviez identifié tous les, on va dire les pain points, quel était votre premier grand projet? Qu'est-ce que vous dites? Ok, on va dire notre plus gros MVP, il est là. Par quel bout vous avez commencé justement pour Alors, amener cette en fait, révolution, on va dire, du digital? ouais, alors pour nous, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que dans le mot assurance, ça regroupe énormément de métiers. Oui, L'assurance, les assureurs, les mutuelles, les courtiers grossistes, tout ça, tout le monde fait de l'assurance, mais tout le monde n'a pas le même métier. Parce oui, que oui. certains Chacun acteurs fait un sont petit peu sa sauce. Oui. alors oui, mais c'est surtout parce que certains acteurs vont être potentiellement plus focusés sur des portions d'activité. Nous, il est Hmm. important de comprendre, c'est que les courtiers que l'on rachète et l'activité sur laquelle on se focus, c'est la vente, pas la gestion. Ouais. Donc, typiquement, on ne fait pas de conception de produits assurantiels, on ne fait pas d'optimisation de traitement de sinistre, ce genre de choses. Notre métier, c'est d'optimiser l'acte de vente, d'améliorer la relation client et de fluidifier la relation client. Ça, c'est le métier du groupe Lapi. Une fois qu'on a dit ça, quand tu évoquais les différents pain points qu'on a pu identifier, le premier pain point en fait qui ressort, le point le plus saillant quand on rachète des petits courtiers de proximité, en fait, c'est la sécurisation de la donnée existante quand elle existe. Et quand elle n'existe Ok. pas, c'est le fait de pouvoir la créer. Parce qu'on Mhm. peut inventer toutes les plus belles plateformes du monde, on peut injecter un maximum d'intelligence artificielle. Si on n'a pas de données de qualité, il ne se passe rien en fait. Donc notre Ouais. premier pain point, c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs, comment est-ce que l'on s'assure au moment de l'onboarding des cabinets après le rachat, donc un onboarding Mhm. opérationnel et digital, comment est-ce que l'on s'assure que euh, euh, d'une part, on sécurise la donnée. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter la donnée existante quand elle existe? Et quand elle n'existe pas, comment on fait pour la créer? Donc, on a développé des documentaires et d'analyse de données existantes pour identifier et comprendre la sémantique des données traitées des cabinets que l'on rachète. Ce qui nous permet ce qui nous a permis surtout de sortir un modèle, un tronc commun, on va dire, un schéma de tronc commun qu'on peut aujourd'hui réutiliser pour tous nos cabinets, ce qui vient nous raccourcir la durée d'onboarding. Et on a développé une plateforme qui permet de déposer les contrats de nos courtiers, quel que soit, on revient sur le sujet du digital, quelle que soit l'origine du contrat, qu'il soit digital ou papier. Tu peux venir déposer tes contrats. La plateforme mange ces contrats. Quand c'est du document papier, c'est scanné, c'est ossérisé, chunké, vectorisé, etc. Et derrière, on ressort un tronc commun, data, ce qui fait qu'on arrive à homogénéiser tous nos courtiers, sachant qu'en plus on a des courtiers qui sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'on a des courtiers qui font de l'auto, des courtiers qui font de l'habitation, des courtiers qui font de la santé, de la prévoyance, du patrimonial, etc. Donc il était essentiel de pouvoir identifier concevoir ce tronc commun. D'autre part, d'alimenter un data lake et en même temps de structurer une plateforme suffisamment souple, que ça soit mobile, un truc responsive, tu vois, quelque chose qui soit assez facile à prendre en main, dans lequel tu te poses pas trop de questions, qui soit très éloigné de la notion de CRM telle qu'on l'entend, parce que souvent les utilisateurs, quand tu parles de CRM, surtout pour les vendeurs, ils sont debout sur le frein parce que il faut saisir trop de données, c'est chiant, c'est long, enfin bon, ça fait chier tout le monde en fait. Dès qu'il faut rentrer des données dans des cases, ça emmerde tous les utilisateurs. Donc là, l'idée, ça a été de dire, vous embêtez pas, vous récupérez vos contrats, vous les déversez salement entre guillemets dans la plateforme, et la plateforme va s'occuper de découper le contrat, d'extraire la donnée
pertinentes, de recréer les tableaux de garantie pour vous, etc. Et donc, du coup, d'avoir un socle de données qui soit propre. Ça, c'est le plus gros projet qu'on a fait cette année quand en se lançant. Et c'est ce qui nous sert de socle à tous les projets à venir. Ok, ok, hyper clair. Bah, du coup, vraiment sur la création de data qui vous permet bah, du coup de suivre en fait bah, toutes les autres fonctionnalités qui sont nécessaires à vos différents outils. Donc c'est vrai que Oui. ça prend sens. Et est-ce que tu peux m'en dire plus sur par exemple bah, les équipes qui ont été nécessaires à créer? Quand vous avez démarré, vous avez commencé à quoi? Un dev, deux devs, puis après vous êtes monté à combien? Ouais. Bah, Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui vos équipes? ouais, alors, on est une jeune boutique, hein, et encore une fois, notre premier métier, c'est de racheter des cabinets de courtage. Donc, Ouais. on fait de la tech, on fait beaucoup de tech, mais on n'est pas une boîte de tech. Donc, Mhm. on a une ligne, un fil d'Ariane, je vais dire ça comme ça, une ligne directrice sur le fait d'être le plus frugal possible sur la dépense technologique, parce que encore une fois, c'est pas notre modèle d'être en mode comme une startup tech assez standard avec du cash burn sur une période de 18 mois pour aller chercher après une Ouais. phase exponentielle d'entrée de cash. C'est pas du tout le business model que l'on a. Notre business model, c'est de racheter des courtiers, d'optimiser les courtiers et d'aller chercher 4 à 7% de croissance par an. Donc on est très loin des modèles startup standards. Tout ça pour dire qu'on a démarré de manière très frugale. On a démarré avec deux techs, voilà, des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis maintenant presque une quinzaine d'années, donc c'est aussi plus facile de travailler parce qu'on se Mhm. connaît. Des fois, il y a moins besoin de spécifier, tu vois, et on est plus rapidement dans la production et dans le code, et on est très orienté code et data driven, quoi. On évite les cycles de spécification trop lourdes sur des toutes petites équipes comme ça qui ont l'habitude, qui connaissent le métier. C'est souvent beaucoup plus agile. Aujourd'hui, les besoins sont un peu différents parce que forcément, bah, les besoins grossissent, la structure grossit. Donc, je travaille beaucoup de freelance aujourd'hui. Un peu sur la planète, on travaille avec des gens en Argentine, on travaille avec des gens au Maroc, on travaille avec des gens à Madagascar, et on travaille avec des gens au Vietnam et des gens en France. Et ça dépend un peu des courbes. Mais on va dire qu'en moyenne, il y a allez, plus ou moins 4 personnes temps plein sur le sujet. Ok, je vois, je vois. Bah, c'est important de pas se fermer les portes, effectivement, sur des talents par rapport à des pays. On connaît bien cette problématique aussi. Tu as raison. Alors aujourd'hui, du coup, t'as pas forcément de problématique de ce que je vois sur ta rentabilité parce que c'est ce que tu recherches en premier abord. Donc tu l'as déjà bien calculé auparavant. Oui. Est-ce que toi, tu penses que ChatGPT et OpenAI, en fait, ou toutes les intelligences artificielles en général, dans un futur, euh, potentiellement remplacer des équipes de développeurs? Je sais que chez nous, voilà, on a des clients qui même nous disent, voilà, vous pouvez l'estimer un petit peu moins. Maintenant, il y a ChatGPT, ça vous prendra un peu moins de travail, etc. Alors, en Ouais. blaguant, hein, bien sûr, Ouais, mais on mais sent il y a peut-être une première phase qui va attaquer là-dedans. Et on voit aussi des agences qui se promouvoient, on va dire, euh, à l'aide de l'IA, en fait, donc qui permet d'avoir ouais. des Moi, résultats plus rapides. Est-ce que pour toi, c'est un sujet qui est important ou pas du tout? alors, alors oui, c'est un sujet qui est super important, pas que sur le sujet du développement, mais l'IA de manière générale est un sujet extrêmement central chez nous, parce que, on va dire, le deuxième métier de base de l'assurance, au-delà du fait de gérer du risque, c'est de gérer de la donnée. Donc, l'IA, la statistique, l'analyse de risque, etc., c'est quelque chose qui est au cœur de ce métier-là, bien avant même qu'on parle d'IA générative ou même de machine learning. Donc, le sujet de l'IA, ouais, c'est central. Par contre, sur ta question sur le développeur, comme je te disais, je te dis, bon, je suis un peu entre deux eaux, moi, tu vois, donc je suis déjà passé par plusieurs phases en 25 ans d'annonces truculentes, tu vois, de la nouvelle technologie qui va révolutionner le monde.
bon, je pense que quelle que soit la technologie, elle ne révolutionne jamais le monde. Je pense que la technologie, bon, c'est un outil, ça dynamise, ça réinvente des fois des manières de travailler. Ça peut faciliter, ça peut créer de la productivité. Et de là à remplacer totalement un développeur, je pense que c'est pas demain la veille, pour plusieurs raisons. Donc, je pense qu'il faut se mettre d'accord sur ce qu'est un développeur. Parce que un développeur, pour moi en tout cas, dans nos activités, c'est certainement pas quelqu'un qui fait juste pisser du code, si je peux dire. Tu vois, c'est-à-dire que Ouais. c'est quelqu'un qui a une capacité de compréhension de ton environnement, de ton métier, qui finalement t'aide à corriger une spécification quand elle n'est pas comprise ou chose. Que la technologie aujourd'hui aussi c'est tellement éclaté. Tu vois, par exemple, en arrière, finalement, plus les profils se spécialisent, donc on se retrouve un peu à être comme chez McDo, tu vois, c'est-à-dire que pour faire des frites, eh ben, il faut Ouais, 4 chacun. personnes. Ouais. Tu vois, chacun sa tâche. Alors ça, forcément, c'est un atout quand tu avances avec de l'intelligence artificielle, parce que du coup, tu peux segmenter plus facilement l'activité. Mais pour autant, pour moi, le développeur, c'est encore une fois, c'est pas celui qui crache du code, c'est quelqu'un qui a une capacité à comprendre ton métier et à t'aider à rationaliser ce métier. Et aujourd'hui, quand tu vois l'incompétence de la plupart des gens à définir leurs propres besoins, Ouais. avant que l'IA transforme ou remplace totalement un développeur, il va se passer du temps. D'abord, l'IA va t'aider à potentiellement rédiger ton besoin correctement. Ça, oui, je pense que c'est une aide il n'y a pas de doute, à minima pour le rédiger correctement, pour éviter d'oublier certaines choses. Ensuite, une fois que c'est correctement rédigé, tu peux toujours le passer effectivement à des IA génératives spécialisées sur la génération de code. Ça va faire gagner du temps aux développeurs, ça, il n'y a pas de doute, parce que c'est un outil de gain de productivité. Donc pour moi, le vrai sujet de l'IA aujourd'hui, c'est plutôt à hauteur de combien ça fait baisser le TJM du développeur et à hauteur de combien ça augmente la qualité du développeur. C'est-à-dire que globalement, pour faire simple, si aujourd'hui, avant l'IA, tu payes 100 de TJM pour une qualité de 50, demain, tu devrais payer 70 pour une qualité de 80. Tu vois, Ouais. je pense que ça vient juste jouer sur les piliers, les trois piliers majeurs d'un projet qui sont le coût, la qualité et le délai, quoi. Mais je On pense est bien vraiment pas que d'accord ça là-dessus. remplace enfin, pas avant un certain temps, quoi. Je pense que je serai déjà à la Ouais, retraite ouais, avant ouais, ça. je vois. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi? Donc, on parlait de tout ce qui est data. Ouais. Toi, aujourd'hui, tes plus grosses fonctionnalités chez toi, et en quoi la data est primordiale du coup pour tes clients. Comment vous gérez ça aujourd'hui? Comment vous avez construit un petit peu votre forteresse? Ouais. Alors, la data pour nous, elle est primordiale et en même temps, c'est un sujet difficile parce que, comme je te disais, c'est des petits courtiers. Donc, qui dit petit courtier dit, sans côté péjoratif, hein, mais en termes de volume, ce qui fait qu'on a aussi peu de données sur chacun de nos courtiers. Un courtier moyen, allez, 4 000, 5 000 affaires nouvelles par an. Donc, ce qui est Hmm. petit et ce qui est souvent pas suffisant pour commencer à mettre en place du machine learning. Alors, c'est là où a été intéressant pour nous et toujours intéressant l'usage de LLM, c'est que les LLM permettent d'augmenter la donnée assez aisément. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'aller sur des sujets d'IA là où avant on ne pouvait pas y aller par manque de données. Et le Ouais. fait d'utiliser des moteurs comme ça généralistes, ça fait passer un cap énorme. Donc ça c'est super intéressant. Ensuite, le fait est, c'est que quand tu viens spécialiser un moteur de LLM aussi sur des petites données, tu as un niveau de qualité assez surprenant. Là où il aurait fallu potentiellement 200 000 jeux de données minimum pour faire du machine learning sur certains sujets, le LLM vient répondre au taux de certitude de 85-90%, ce qui est très bon. Le défaut qu'on a avec le LLM, pour nous,
c'est les délais de traitement. C'est-à-dire que souvent sur des tâches assez simples, là où le machine learning va être très efficace en termes de temps et de coût, le LLM va être assez mauvais. Par exemple, tu prends les sujets de classification documentaire. Ouais. Sous-jacent, si tu utilises un truc de type OpenAI, par exemple, va être assez conséquent. Tu peux être à quelques centimes, tu vois, enfin, quelques demi-centimes la classification, et sur des délais assez longs, c'est-à-dire que tu peux potentiellement, pour des classifs, dépasser les 10 secondes par document, 10-15 secondes par document. Là où un algo de machine learning prédictif assez standard, tu vas être à la microseconde du document et tu vas être un coût qui va être marginal, qui va être quasiment de zéro, quoi. Voilà. Pour autant, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça permet quand même de déployer ce type de fonctionnalité, même quand tu manques de données. Et du coup, ça te permet d'être dans une roadmap, tu vois, en disant, bah, pendant 6 mois, potentiellement, je paye, entre guillemets, le coût de la qualité, tu vois. Et puis, Ouais. dans 6 mois, 1 an, quand j'ai acquis suffisamment de données, je bascule sur des schémas de type machine learning. Voilà. Encore une fois, pour le digital, rien ne s'oppose, quoi. C'est-à-dire que il faut choisir le bon outil par rapport au cas d'usage. Des fois de se mettre dans des trajectoires aussi où tu n'arrives pas à faire parfait au début. Voilà, c'est pas grave, hein. Je pense que la, le mindset startup du MVP, si tu veux, est super important, même sur la data. Tu vois, que ce soit pour un produit ou que ce soit pour un projet, c'est le même sujet. Il faut définir un cadre qui soit suffisant, voilà, pour démarrer. Et puis, tu fais monter doucement en qualité ta fonctionnalité, ton projet, ton produit. Donc sur les sujets, pour revenir vraiment sur le sujet IA, aujourd'hui on fait du prédictif assez standard. Sur les sujets par exemple de tarification ou de réclamation, parce que c'est assez facile à classifier, puis qu'il y a déjà beaucoup d'historiques de mails, tu vois, sur nos métiers. La data va être essentielle pour nous sur la relation client. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes qui sont toujours un peu les mêmes, tu vois, quand tu reçois un email, un chat, chez nous c'est bah, où est ma carte verte, est-ce que je suis garanti pour tel sinistre, c'est toujours ce genre de demande que l'on a. D'où l'importance d'avoir une base de données, je vais dire ça comme ça, propre au niveau des contrats et des clients, ce que je t'évoquais tout à l'heure, pour te dire il faut absolument qu'on construise un SOC qui soit efficient, pour que on puisse mixer le machine learning et l'LLM sur d'une part la classification des demandes, d'autre et une génération on va dire de la qualité du moteur par rapport à l'usage. Ok, très clair. Aujourd'hui, justement, sur les courtiers que tu équipes, c'est quoi la fonctionnalité de demain qui sera, selon toi, la plus demandée et qui est pas encore forcément peut-être sur le marché? Ah bah alors pour nos Ce courtiers, qui est... alors encore une fois, hein, je dis pour nos courtiers, parce que tous les courtiers du marché sont pas les mêmes, donc les besoins tu vois, sont pas forcément les mêmes. Mais le sujet majeur pour les petits courtiers de proximité, c'est l'automatisation de la multitarification. Je m'explique. Ok, oui. Quand tu es courtier, ton métier, c'est de faire du conseil à ton client. Donc, tu es Mhm. par nature multi-assureur. Et ton client Oui. t'exprime un besoin, il dit bah, moi, ce que j'aimerais, c'est je sais pas, assurer cette magnifique voiture rouge. Toi, tu vas faire une réponse en allant interroger différents assureurs sur la base de l'expression de besoin du client, et tu vas présenter 3 devis, 4 devis à ton client, et tu vas lui faire une recommandation. Aujourd'hui, même s'il y a une volonté de l'État, de l'Europe à pousser sur l'open data et à pousser sur l'open banking et l'open insurance, la réalité c'est que s'il y a 5 ou 7% des acteurs du marché qui sont apaisés, c'est le bout du monde. Donc, Ouais. si tu veux automatiser la multitarification ou les multidevis, etc., c'est d'une chiantitude absolue. Voilà, parce que tu dois te connecter sur chaque extranet, tu dois renseigner, tu dois récupérer la donnée, tu dois la consolider et tu dois construire une proposition finale. La fonctionnalité qu'on est en train d'implémenter d'ailleurs, c'est ça, c'est le fait de dire
tu récoltes le besoin de ton client sur une plateforme, la tienne en l'occurrence, donc pour nous ça sera la nôtre, et celle qu'on a développée cette année. Cette plateforme te sert à collecter le besoin dans le cadre d'une découverte client, et sur la base de cette découverte, par le truchement d'IA et de scrapping, ça nous permet d'aller injecter la donnée dans les différents extranets des assureurs sur lesquels on est partenaire, et donc du coup derrière de récupérer les informations de cotation, et derrière à base d'IA de générer une proposition qui soit la plus propre et efficace possible. Ok, ok, hyper clair, je te remercie. Et alors pour peut-être finir sur la partie, on va dire, soft de la chose, toi aujourd'hui en tant que CTO, parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes dans la tech, comment tu arrives à former des équipes qui vont suivre ton produit, même si derrière tu changes, par exemple, bah, que ce soit de développeur, que ce soit de product owner, euh, comment tu arrives à chaque fois, on va dire, transcrire de ta boîte sans que tu sois forcément impliqué à 200% dedans? Comment tu arrives à inculquer un petit peu cette culture que tu veux Ouais, sur ta tech? n'est pas vrai la troisième. Il n'y a pas à mon sens en tout cas, il n'y a pas de recette miracle en disant bah tiens, si je déroule telle méthodologie, je vais réussir à engager tout le monde et puis chacun aura une bonne vision sur le produit. La réalité, c'est que déjà la vision, elle est mouvante. La vision, elle est forcément mouvante puisque elle se doit même d'être la plus adaptée au marché. Et le marché, il est par nature mouvant. Dire, tiens, je viens poser les bases d'une vision et puis je la transmets aux équipes tech, etc. Pour moi, c'est super dur. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler avec un petit noyau Ouais. de gens avec lesquels je monte sur les différents projets que je lance. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On a démarré, tu vois, avec une petite équipe, mais des gens avec lesquels je bosse depuis 15 ans, euh, qui ont Donc l'habitude toujours, aussi. ça revient. Ah, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée, Ouais. c'est d'être, c'est de se comprendre, parce qu'en fait, le vrai problème de l'humain, c'est que souvent, on utilise les mêmes mots, mais on n'a pas la même sémantique derrière les mots, tu vois. Donc, quand on se connaît pas bien, des fois, je vais te dire un truc, puis tu vas comprendre autre chose, et inversement, tu vois. Donc, quand on se connaît bien, l'avantage, c'est que déjà, on est sûr qu'on limite les incompréhensions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ça permet de créer du relais. Lorsque tu portes une vision et que cette vision, tu dois la confronter au marché régulièrement, forcément, ce que je disais, ta vision va être mouvante. Le plus gros risque, c'est d'avoir des équipes comment dire, qui se fatiguent, qui se fatiguent, bon, c'est le bon terme, parce qu'au bout d'un moment, elles ont l'impression que bah, t'es toujours en train de refaire un truc, ou t'as déjà fait ça, et puis finalement, il faut changer, etc., etc. Et pour autant, c'est nécessaire parce que sinon, t'as pas le bon niveau de réponse fonctionnelle au client, et donc du coup, tu rencontres pas ton product market fit, il fonctionne pas. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est voilà, c'est de bosser avec des gens que je connais, de créer du relais, c'est-à-dire que la première équipe que je monte, c'est deux trois personnes. Ces deux trois personnes, du coup, s'imprègnent de la vision et donc jouent le rôle de tech lead, tu vois, au sein de l'équipe. Puis, quand on vient travailler avec des partenaires, alors qu'ils soient internes, externes, peu importe, c'est le même sujet. Enfin, ce relais de tech lead du corps fait son boulot et va répandre, entre guillemets, la bonne parole, si je puis dire, tu vois, auprès des équipes techniques. Pour autant, on gère un backlog, tout ce qu'il y a de plus. Alors nous, on est des gros utilisateurs de Notion, hein, mais donc Ouais. on gère à peu près tout dans cet outil-là. Mais encore une fois, c'est qu'un outil, hein, ça pourrait être autre chose. Donc on gère un backlog, on gère une roadmap, on essaie de travailler sur des sprints assez courts, moins de 15 jours, pour pas être sur des effets tunnels trop importants. Ce que je disais, moi, ce qui me fait toujours peur, c'est encore ce mot-là, mais c'est la fatigue des équipes techniques, tu vois. Donc, les projets trop gros, les fonctionnalités trop grosses, voilà. Au bout d'un moment, ça gonfle tout le monde parce qu'en fait, tu sais plus où est le début, tu sais pas où est la fin. Et en Euh, fait, il y a un peu cet effet Everest, on va dire, on voit pas la fin. Ça peut être, ouais, ouais, ça peut être un peu flippant, quoi. c'est ça. Alors, en tout cas, moi, c'est ma peur. Donc, comme c'est ma peur, tu vois, du coup, j'essaye d'appliquer ça au niveau de nos équipes. Mais c'est ça. Donc, des petits sprints, 15 jours max.
avec une vision partagée, avec des gens qui j'essaye au maximum, comment dire, d'intégrer les gens dans la vision du business. Parce que un autre problème, je trouve, sur des petites équipes comme ça en lancement, c'est beaucoup moins vrai quand tu commences à avoir une boîte qui fait 100 personnes, 150 personnes, voire 500 personnes. Pour être passé par différentes tailles d'équipes, j'étais tout seul, mais j'ai géré 500 personnes aussi pour le groupe La Poste. Quand tu es sur des petites équipes comme ça, le fait d'intégrer au plus proche du business tes équipes dev pour qu'elles comprennent pourquoi tu fais ça ou pourquoi tu le fais pas ou pourquoi tu fais le Ouais. choix des fois de la correctement pour que ça génère pas des frustrations non plus dans les équipes. C'est pour ça, je te dis au début, le fait d'être proche du business, proche de l'équipe fondatrice quelque part au départ, c'est essentiel. Et au fur et à mesure où la boîte scale, si on a fait bien le boulot au départ, bah finalement, on a des ambassadeurs à l'intérieur de l'équipe, tu vois, et le relais Ouais, se clairement, fait un clairement. peu Ouais. naturellement. Après, il faut les trouver encore, les bons ambassadeurs. C'est pas toujours évident. Non, t'as raison, ça c'est un vrai Euh, sujet. Non, non, t'as raison, c'est un vrai sujet parce que tout le monde n'est pas engagé au même niveau, tout le monde n'a pas les mêmes envies, etc. Tu vois, il y a pas de bonne ou mauvaise posture, hein, mais il faut trouver effectivement des personnes qui sont en adéquation avec la trajectoire que toi tu veux te donner. Bon, après là-dessus, il y a aussi pas mal de moyens qui permettent d'engager les gens, tu vois, si tant est que les gens aient hmm. envie de s'engager. Ouais. Les mécaniques d'intéressement sont aussi souvent quand même des sujets qui permettent de fluidifier cette problématique d'engagement. Ok, très clair. Et du coup, votre plus gros chantier là sur les prochains mois, il y a une fonctionnalité en particulier, il y a un défi Bah, le que vous plus gros aimeriez chantier sur les résoudre? prochains, ouais, ouais, le plus gros chantier sur les prochains mois, c'est ce que je te disais là, c'est le travail d'automatisation, de la multitarification. Ouais, la multidirification, ok. C'est vrai que Ouais, on entend beaucoup parler justement que c'est le principal atout des insurtech à comparer des assurances plus généralistes. C'est que justement on peut cibler très rapidement et donner une estimation en fait en live, contrairement exactement. à des assurances plus classiques où effectivement le produit sera pas ciblé pour le potentiel client. Et c'est pour ça que les personnes préfèrent avoir plein de petites assurances spécialisées qui correspondent exactement à leurs besoins. Ouais, alors ça c'est le comment te dire, c'est en France en tout cas parce que encore une fois, ce qui est vrai dans un Ouais, pays n'est pas forcément vrai ailleurs, mais en France, c'est tout le paradoxe. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est ouais, on a tendance à aller vers la spécialisation et puis bon, pareil la jeune génération parce elle est biberonnée au digital, elle est biberonnée à la culture Apple, elle est biberonnée, etc. Donc less is more. Et encore, tu vois, avec Excel, le papier, le crayon, le rapport humain et qui ont encore une agence en dur où les gens rentrent dans l'agence et sont contents de discuter avec quelqu'un. Donc ça ne veut pas dire que ça sera le cas encore demain, hein. Mais ceci étant, tout à l'heure on parlait de l'accompagnement au changement des courtiers, mais il y a aussi l'accompagnement au changement du marché. Je pense que toute chose prend du temps. Nous, dans notre activité, notre enjeu pour nous, c'est d'accompagner ce changement courtier, mais d'accompagner ce changement aussi marché et d'être là au moment du biseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le courtier de proximité qui fait le business, le vrai business, celui qui génère de l'argent. Ce ouais, sont par contre les insurtech qui innovent, tu vois, et qui viennent ouais, avec des offres différenciantes, qui veulent disrupter le marché, etc. Tractent beaucoup la nouvelle génération. ouais, Tu vois, bon, il y a un acteur en France, hein, Jean-Charles Samuelian avec Alan, tu vois, qui a éclaté le marché il y a maintenant quelques années. Et sa cible initiale, c'était les freelances, tu vois, tech. ouais, Donc il y avait déjà une appétence forte au sujet comme il a offert une expérience utilisateur excellente, ça a très bien. Pour autant, ça représente une cote-part marché qui est très faible. ouais, Donc, sur, ouais, donc il je faut pense faire sur juste attention ouais. aux raccourcis. D'un côté, les insurtech qui sont très innovants, qui grappillent des parts de marché. De l'autre côté, des courtiers de proximité qui sont forcément beaucoup moins innovants, mais qui tiennent la masse du marché.
Et notre enjeu en tant que build-up sur le courtier de proximité et acteur du digital, c'est d'accompagner cette convergence et la réalité Ouais. de marché et les attentes clients. Ok, très clair. Et ben on peut passer sur la partie IA. C'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé du coup auparavant. Toi concrètement, sur ta vision de l'IA, donc je comprends que là, de toute façon c'est déjà dans votre nature hein, dans l'automatisation, donc Oui, au final c'est pas énormément grand-chose de nouveau. Vous, je suppose que voilà, ben vous avez OpenAI, il y a maintenant Mistral aussi qui prend de plus en plus oui, de place. Je sais que c'est un sujet assez connu maintenant qu'on voit un peu partout, justement un peu team Mistral ou team ouais, OpenAI. De ce que tu m'avais dit, toi aujourd'hui, t'as des petites préférences, voilà, sur tout ce qui est intéressant d'un point de vue coût. Euh, donc c'est intéressant si tu peux ouais. développer un Alors, peu sur le il y a, sujet. il y a- il y a- il y a plein de sujets là-dedans. Bon, le premier sujet, ouais, enfin, il y a plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est est-ce que l'outil répond formellement aux besoins? Bon, aujourd'hui, dans beaucoup de cas, la solution OpenAI, malgré toutes les annonces de buzz, etc., autour de Mistral et autres, peu importe. Je mets de côté Anthropic, enfin Claude 3, là, Anthropic, parce qu'ils sont Ouais. souvent, je trouve, équivalents en termes de qualité, mais les modèles open source sont pour l'instant quand même assez loin de la qualité avant spécialisation de la qualité d'un OpenAI. Hmm. Aujourd'hui, out of the box, en posant trois bonnes questions, un bon script à OpenAI, tu obtiens ce que tu as envie quasiment, voilà, dans 80% des cas. Hmm. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait son effet waouh. Bon, le problème, c'est Ouais. que OpenAI pose plein de problématiques. Le premier, c'est le coût, hein. C'est-à-dire que ça peut être vite très cher. Tu peux être vite à plusieurs dizaines de centimes les échanges avec OpenAI. Et quand tu commences à multiplier par 20 collaborateurs, par 300 échanges par jour, pour du Ouais. traitement documentaire, par exemple. Parce qu'encore une fois, quand on parle d'OpenAI, je ne parle pas de ChatGPT, hein. Je parle Ouais, bien sûr, bien sûr. d'intégrer les API d'OpenAI dans Ouais. des outils, dans le système d'information. Et là, donc, les échanges sont nombreux parce que tu as besoin de formaliser, par exemple, ou de structurer les éléments de sortie d'un OpenAI pour avoir un flux de sortie de type JSON, tu vois, quelque chose qui soit déterministe. Et bon, là, ça peut monter assez vite en coût. Ceci étant, encore une fois, si le gain est plus important, ça pose pas de problème. Donc, mais le rapport coût-gain, il est hyper important à calculer parce que tu peux vite te retrouver écroulé sous les coûts. Ça, c'est le premier sujet pour OpenAI. Le deuxième sujet, c'est la gouvernance. Parce que ça, on en parle peu, mais aujourd'hui, à chaque fois que tu fais un échange avec OpenAI, tu donnes ta donnée à OpenAI. Donc, à chaque fois que tu pousses un script, OpenAI conserve ta donnée, exploite ta donnée avec le sujet du Patriot Act américain, le sujet RGPD Ouais. européen. Enfin, ça pose un problème de gouvernance et c'est pas évident d'y répondre. Et ensuite, ça pose aussi un problème de modèle. C'est-à-dire que, alors bon, c'est vrai avec tous les acteurs du cloud hein, globalement, mais demain, OpenAI vient à changer son modèle tarifaire, coupe son service, interdit son service en France, quelle que soit la raison, pour des questions géopolitiques quelconques, etc. Bon, bah, tu te retrouves avec beaucoup de problèmes à gérer si tu as créé un lien de dépendance trop fort avec l'outil. Donc, pour nous, le sujet, mais encore une fois, je te dis, il est vrai un peu pour tous les prestataires de services cloud, que ce soit de l'intelligence artificielle, de l'hébergement ou autre, c'est comment s'assurer que tu conserves une bonne gouvernance sur tes données, comment tu limites ton schéma de dépendance à ton partenaire, donc éviter d'être 100% OpenAI, et si tu es aujourd'hui 100% OpenAI, surtout te mettre très rapidement dans une démarche de limitation en commençant à peut-être utiliser ton propre modèle ou fine-tuner un modèle, mais en conservant tes données chez toi avec un OLAMA par exemple, qui te permettrait d'intégrer des modèles open source sur tes propres serveurs et t'assurer que quand tu pousses un script au moteur, tu sais comment dire, ce que devient la donnée que tu as envoyée.
Et ensuite, il y a l'histoire du prix. Ce que je disais, c'est que tu peux avoir des rapports des fois de 1 à 1000 quasiment, hein, sur le coût d'usage d'un LLM. Alors bon, après, si tu intègres les coûts les coûts de serveurs, de ressources, etc., peut-être tomber sur des rapports de 1 à 100, mais nous, typiquement, par exemple, sur les sujets de retraitement documentaire, utiliser un OpenAI ou utiliser un Starling ou un Mistral, par exemple, on est sur des rapports de quasiment de 1 à 300 en coût. Tu vois. Donc Mm. là où ça va coûter 30 centimes potentiellement le traitement, on va être à 0,01 centime. Tu vois. Enfin, donc c'est des écarts qui sont substantiels. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, des fois ça peut être bien malgré tout d'engager les démarches avec un OpenAI en acceptant le surcoût, le temps d'augmenter ta propre data pour après, tu vois, basculer sur des approches open source. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de recette miracle, hein, tu vois, chaque cas est un cas, quoi. L'avantage, c'est que avec l'ouverture open source des modèles, bon là en plus on a euh, Pépère Elon Musk là qui a ouvert Grok en Ouais. open source. Donc bon tout ça, ça crée, tu vois, bon il y a un côté marketing, etc. Mais malgré tout, ça crée une effervescence énorme sur le monde de l'open source qui seront au moins équivalents. Ouais, espérons, espérons. Ouais, moi je suis assez confiant parce que la réalité, c'est quand tu regardes la courbe de l'open source ces 20 dernières années, elle est d'une exponentialité. Ça amène tellement de réponses euh, aux problématiques de gouvernance, aux problématiques de maintenance, tu vois, des produits. Parce que c'est bien, est en haut de l'affiche, mais ça serait pas la première ni la dernière boîte à forte teneur technologique qui vient à disparaître pour des questions de mauvaise gestion ou de choix politiques différents. Faut se rappeler, il y a 15-20 ans, l'arrivée de Google, tu vois, à l'époque de Yahoo, quoi. Ouais, Ça bah va peut-être ouais. pas te parler, mais je veux dire, Mm. Yahoo était en C'est au top, situation. quoi. Ouais. Ils ont Ils se retourné la sont balance opposés en à deux Yahoo. trois ans. Yahoo a Ouais, refusé. ouais. Et malgré tout, je pense que l'open source est une tendance très forte, très lourde. Tu vois, c'est une lame de fond, quoi. Si l'open source n'avait pas existé ces 20 dernières années, on parlerait même pas d'OpenAI aujourd'hui. Ouais. Parce que Mm. toutes ces boîtes utilisent l'open source de toute façon de manière. Donc voilà, je suis assez confiant sur l'arrivée des moteurs. Le vrai sujet, c'est pas tant les moteurs, c'est les datasets en fait. C'est les Mm. données sur lesquelles ils sont entraînés. C'est ça le vrai problème. On a eu des OpenAI, des Llama hein, aussi hein, d'ailleurs, hein, qui ont entraîné les moteurs sur des données qui sont des données propriétaires. Il y a 2 ans, tout le monde s'en foutait, et puis maintenant ça pèse des milliards, tous les avocats s'y intéressent. Donc, Ouais. il va y avoir un petit sujet, je pense, là-dessus aussi. Comment est-ce qu'on va pouvoir entraîner ces moteurs sur des données suffisamment larges pour avoir le niveau de qualité d'un OpenAI? Je sais pas. Alors là, Mm, mm, c'est mm. question ouverte, quoi. Tu parles d'avocat, justement, en parlant de digitalisation des documents et d'IA. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a une plateforme qui s'appelle Doctrine. Je sais pas si tu en as Ouais, entendu parler, ouais, qui ouais. justement digitalise tous les documents et qui vont. C'est vrai que ça va en avoir un impact énorme sur leur métier, où ils auront un assistant ultra puissant, quoi, qui à chaque Ça, c'est fois sûr. va piocher en fait dans tous les use cases du monde entier, quelle était la sanction d'un jury, etc. Par quelles conséquences on Bah, pourra de presque toute façon, prédéfinir mathématiquement quel sera le résultat exactement. d'un. De toute façon, le droit, comme la médecine, c'est 2 activités enfin, qui vont être très fortement impactées par l'IA, positivement ou négativement, mais en tout cas vont être fortement impactées parce que la médecine, c'est comme le métier d'avocat. En fait, c'est un métier de diagnosticien. Tu vois, c'est que tu dois diagnostiquer une situation Mm. et proposer des solutions possibles à une situation sur la base d'éléments déjà connus. Donc on est sur des arbres de décision. Avant même de parler de l'LM, déjà, les arbres de décision en médecine ou pour
pour le droit, existait et fonctionnait déjà assez bien, quoi. Et avec l'arrivée du LLM, c'est effectivement, là, t'as un tapis rouge qui se déroule, parce que c'est des métiers qui sont par nature très algorithmiques. Donc, les Ouais, bases de, de jurisprudence pour la partie droit étant toutes ouvertes, bon, ben, mécaniquement, il y a de grandes chances qu'un moteur de LLM soit bien meilleur qu'un avocat. Au ouais, moins sur la partie analyse du dossier et clairement. Ouais. préconisation de pistes de solutions. Après, il y a le Après, métier pour autre, défendre quelqu'un à plaidoirie. la barre, bon, ça va être plus compliqué, mais Voilà. Mais tu vois, on rejoint notre sujet de Figital. C'est-à-dire que ouais, euh, les mondes ne s'opposent pas. Et d'ailleurs, quand tu regardes l'histoire, la réalité, c'est que toutes les civilisations se construisent sur la civilisation d'avant, tu vois, mais pas en effaçant la civilisation. ouais. Tu prends une partie de ce qu'il y avait, tu rajoutes quelque chose et tu transformes. C'est de toute façon notre nature. On est comme ça. La technologie, elle sort pas de nulle part, elle efface pas tout. Elle se construit sur des technologies. Elle Mm. renforce des technologies. Alors des fois, il y en a certaines qui disparaissent, oui, mais c'est jamais sur un, tu vois, il y a jamais cet effet Big Bang, quoi, tu vois, où c'est créé de rien et ça remplace tout. Ça, enfin, pour ma part, j'y crois guère, quoi. Clairement, clairement, clairement. Bah écoute, je te remercie pour tous tes retours sur le sujet de l'IA. Peut-être qu'on peut passer à la dernière section. On commence à être un petit peu court au niveau temps. Toi, sur tes motivations, est-ce que tu as eu des phases un petit peu de découragement justement dans ton aventure? Ça fait combien de temps que tu fais ça exactement? Alors enfin, le sujet Que sur ton groupe alors ça API. c'est tout neuf. Le courtier, le build-up de courtier, il a une petite année. Ok, ouais. Donc là, c'est bon, t'es encore frais là. Là, je suis très très frais, je suis dedans, tu vois. Donc là, il n'y a pas de, il y a pas de problème de motivation. Et puis en plus de ça, ce que je te dis, c'est qu'on a la chance d'être complètement aligné. Ouais, L'acquisition des courtiers se fait bien, on a un bon rythme d'acquisition et on commence à avoir aussi de la presse, tu vois, qui est spécialisée sur le courtage, qui est assez positive. Donc ça nous amène des candidats. Parce qu'en fait, le ouais. plus gros sujet pour nous, c'est le lien entre les courtiers et nous. Donc, au début, on travaillait avec des cabinets d'acquisition, de Fusac, Hmm. qui apportent du lead. Ouais, tu pour Euh, l'affaire, ouais. et aujourd'hui, ben, quasiment plus, parce qu'en fait, la plupart des courtiers qui sont dans une dynamique soit d'évolution patrimoniale, de legs ou de dynamisation du capital viennent taper à la porte pour discuter avec nous, tu vois, et voir si on n'a pas moyen d'avancer ensemble sur les 3 ou 5 prochaines années pour eux. Donc ça c'est cool, hein. Il y a vraiment pas de, il y a vraiment pas de baisse de motivation. Et au contraire, parce que même si au départ, ce que je disais, l'acceptation du changement, tu vois, par les collaborateurs, des nouveaux outils, etc., tu dis putain, et des fois ils sont un peu debout sur le frein. Et puis finalement, les semaines, les mois passant, ils s'approprient les outils, tu vois. Et puis là, tu commences à avoir des retours super positifs. Donc ça, c'est cool parce qu'on te dit, ah, putain, ça serait bien si on pouvait faire ci, si on pouvait faire ça. Et ils commencent à t'alimenter le backlog. Et ça, c'est bien quand tu as tes utilisateurs, tu vois, qui sont toutes les semaines à te dire, ou à te proposer ou à te préconiser de l'évolution sur l'outil, bon, c'est que t'es sur les bonnes rails. Ouais, ouais, clairement. Ok, ok, bon, c'est cool que t'as la patate, du coup, Ouais, ça va. Ça va. pour les 10 prochaines années qui suivent. Toi, ton Ouais, ouais. objectif, il me semble que tu m'avais dit, c'était d'arriver à 70 courtiers. Ouais, c'est ça. Donc, Écoute, c'est ça. c'est Là, l'objectif. vous en êtes à combien, là? Bah là, on est à 8 officiels Ok. et bien, allez, dans quelques semaines, on va avoir un passage de gap, on va être quasiment à 12. On va en avoir 4 qui vont Ok. rentrer quasiment Ok, donc d'un ça coup. rentre. Ouais, c'est ce que je te dis, on est aligné avec on est aligné avec le modèle, au sens du business model. L'acquisition se passe bien, on a une bonne presse, la relation avec les courtiers que l'on acquiert est bonne dès le départ, mais en plus, elle s'améliore, tu vois, avec le temps, parce qu'il y a un temps aussi comment dire,
où il faut s'accoutumer, tu vois, de part et d'autre, quoi. Donc, il faut apprendre à Ouais. travailler ensemble. Et non, non, ouais, on est très alignés, on a une bonne dynamique et ça, c'est cool. Ouais, c'est très cool. Non, c'est génial, c'est le plus On tient nos important. promesses. On tient nos promesses. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est un mot d'ordre. Ok, et d'un point de vue, on va dire, toi, je sais pas si tu te vois dans 10 ans, est-ce que tu te vois forcément à la tête toujours de cette boîte, la prospère, etc., ou tu penses que tu auras encore d'autres aventures, on Non, va dire, je pense. avant la retraite, si on en aura une. Euh... Ouais, non, bah, là, on est de toute façon inscrit dans un projet qui a pas vocation durer éternellement, hein. On est sur un projet de Ouais, build-up, donc on ouais, est plutôt sur un projet de 5-6 ans. ok, Alors, ce qui veut pas dire donc nous, on peut sortir de ce projet et le projet continuera. On peut être dans la continuité du projet aussi, on verra. Mais pour l'instant, le schéma du projet, c'est un build-up sur 5-6 ans. ok, ouais, Le modèle dans lequel nous on s'est inscrit, c'est plutôt de construire, enfin de consolider un groupe de ouais, courtage qui demain sera racheté par un groupe de courtage avec des dents plus longues, donc européen ou mondial, tu vois, et ok, je qui au vois, lieu ouais. de s'embêter à aller sur la chasse aux petits courtiers, il pourra racheter un groupe consolidé. Voilà. Donc ça c'est le modèle. Ok, Ceci étant, des idées dans le monde de l'assurance, enfin, InsurTech, FinTech. Puis tu sais, je te dis, moi, par ouais. ailleurs, je suis. Donc c'est toujours centré sur quand même l'assurance à chaque fois. Ah ouais, bah c'est mon C'est votre dada, je dada. dirais, tu vois. Donc, enfin, FinTech, InsurTech. Et puis bon, je dis par ailleurs, Ouais, je fais beaucoup de projets blockchain depuis maintenant 5 ans, tu vois. ouais, Donc pas mal de projets crypto. Et forcément, dès que tu parles d'assurance et de finance, la crypto est pas loin. Parce que ouais. des sujets d'automatisation pour des problématiques, par exemple, d'assurance paramétrique. Donc l'assurance paramétrique type les assurances grêle, tu vois, par exemple, ou des choses comme ça, dans lequel tu viens indemniser ton client sur la base d'une information qui est non répudiable. Donc, en gros, bah, globalement, si on est dans le monde de la blockchain, c'est l'équivalent d'une information d'un oracle, tu vois, qui vient définir le fait que Mhm. ben, il a grêlé à tel endroit. Donc, tu peux automatiser la liquidation, bon, etc., etc. Et tu peux travailler ça avec des smart contracts de manière assez aisée. Ça ne s'applique pas pour tous les métiers de la finance, mais pour pas mal de projets assurantiels, ça peut s'appliquer. Donc là, il y a quelques projets dans la besace. Ok, ok, bah génial. Hâte de voir ça alors. Ouais, avec plaisir. Euh, bon bah super. Je pense que notre podcast arrive à sa fin. Super. Je te remercie énormément, Karl, pour ton temps, toutes tes réponses. C'était hyper agréable et maintenant on a une idée un peu plus claire de justement ce que peut représenter le Figital. On a hâte de voir un petit peu la suite de ton aventure. Carrément. C'est une expérience plutôt sympa. Moi, si tu veux bien, j'en profiterai pour juste citer les cofondateurs, si ça t'embête pas. Yes, Euh, vas-y, ouais. Comme je te disais, on est 4 cofondateurs, Henri-Jacques Pierry, Sylvie Langlois, Grégoire de Montaigu et moi-même, donc qui sommes cofondateurs de ce magnifique groupe de courtage qui s'appelle l'Api Group. Il faut bien faire un peu d'autopromo, hein, c'est important aussi. Trop bien. Merci, Karl. Et écoute, je te dis à très bientôt. Merci Merci à encore. toi, merci, salut Victor.